quelques petites conférences, webinaires, etc. Vous avez déjà suivi les premiers jours du salon TIPRO. Alors moi, aujourd'hui, je vais vous parler de l'auto-entrepreneuriat et plus spécifiquement du coup du régime de l'auto-entrepreneur. Alors, je suis Monique Santeil, déléguée générale de l'Union des auto-entrepreneurs, qui est une association dont je vais vous faire une petite présentation avant d'entrer dans le vif du sujet. Alors, voilà, l'UAE, elle a été créée en 2009, au moment où le régime a été créé justement par François Hurel. Donc, cette association a été fondée par François Hurel et il en est le président aujourd'hui. Et c'est lui qui, à l'époque, dans les années 2007-2008, est parti avec sa loupe de détective, on va dire, comme vous allez faire votre étude de marché. Et bien lui, en fait, il est allé faire son étude de marché un peu dans d'autres pays pour voir ce qu'il en était des solutions pour améliorer l'accès au travail indépendant pour tous. Donc, il est revenu de plusieurs études auprès du Canada, enfin, du Québec en particulier, de l'Australie et de l'Argentine. Il a pris les avantages de chaque régime dans chaque pays et il a créé l'auto-entrepreneur. Donc, depuis cette association, l'Union des auto-entrepreneurs, elle est donc 2009, ça va faire 13 ans. Vous voyez en bas, l'image du bas, c'est une partie de l'équipe donc qui est constituée en fait d'entrepreneurs. Tous ont démarré en auto-entrepreneur, beaucoup sont encore auto-entrepreneurs, mais certains ont évolué depuis 13 ans, évidemment, parmi les plus anciens de l'équipe, et sont aujourd'hui en société, employeurs, mais sont toujours actifs au sein de l'association. Et donc, en fait, la particularité, c'est que ce sont des entrepreneurs qui vous répondent, qui vous accompagnent, etc. Voilà, dans l'association. Donc, vous pourrez nous retrouver, on est en digital aujourd'hui, mais on a repris le chemin des salons en présentiel. Donc, on a recommencé en novembre et vous nous retrouverez, on était sur Paris, on sera encore à Paris au Salon du Travail à la fin du mois de janvier, et puis ensuite au Salon de Go Entrepreneur à Paris en avril, et puis les salons régionaux qui, on l'espère, vont reprendre. Bonjour Amel, on attend 5 minutes, le temps Il y a quelqu'un qui n'a pas... de laisser arriver les personnes qui se sont inscrites et puis on va démarrer la conférence. Bienvenue. C'est normal qu'on ait une conférence en double, c'est curieux. Bon, donc l'action de l'Union des auto-entrepreneurs, évidemment, on n'est pas tout seul, hein, on a des partenaires qui sont choisis, qui sont là depuis plus de 13 ans d'ailleurs pour beaucoup, et qui nous aident à développer des solutions pour vous et également à défendre ce régime de l'auto-entrepreneur, à diffuser les connaissances surtout parce qu'il y a beaucoup de méprise avec beaucoup de contenu erroné sur le web, comme pour tous les sujets d'ailleurs, hein, il faut faire très attention, je vais vous en parler. Un livre guide que j'ai le plaisir d'écrire pour vous, qui est en librairie et qui vous permet de vous accompagner sur ce chemin en fait, de cette création d'entreprise qui se prépare, et je n'aurai de cesse de vous le dire. Vous pourrez adhérer en ligne à l'UAE, je vais vous en parler aussi. Vous aurez depuis pas longtemps, depuis un mois, on a mis en place en fait une entrée en formation professionnelle dès votre adhésion pour bien approfondir les connaissances sur le régime. Aujourd'hui, c'est un atelier, je vais vous en donner les grandes lignes, mais la formation, je vous la conseille parce que d'abord, elle est incluse dans l'adhésion et ça vous permettra d'avoir une base de connaissances bien plus solide. Et c'est un peu comme, j'ai pour habitude de dire que c'est un peu comme le vélo. Une fois que vous savez pédaler, c'est bon, c'est acquis et vous n'y revenez pas trop. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de vos connaissances. Donc, en fait, à l'UAE, nous accompagnons les personnes depuis, aujourd'hui, certainement, beaucoup d'entre vous sont là en recherche d'informations dans le cadre d'un projet de transition, de reconversion ou d'une idée à développer, jusqu'à la création de l'activité et au développement, voire à grandir en société, par exemple. Et également, depuis cette année, nous avons passé un partenariat avec Union, qui est une plateforme mise en place par la CFDT, avec laquelle nous travaillons sur la défense des droits sociaux et la construction de nouveaux droits pour les indépendants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez, quand vous partez d'une entreprise dans laquelle vous êtes salarié et que vous comptez vous mettre à votre compte et vous reconvertir, il y a un certain nombre de droits à connaître et de choses à savoir, surtout avant de quitter un emploi.
Attendez, je vais couper le micro de je ne sais qui, mais voilà, c'était Sandrine. Alors, qu'est-ce qu'il en est des chiffres un peu clés pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est de la création d'entreprises en France? En fait, vous voyez l'évolution depuis 2018, donc avant la crise Covid. Évidemment, les entreprises, la création d'entreprises était en augmentation. Elle est en très, très nette augmentation depuis la crise Covid encore plus et pendant la crise Covid notamment. Aujourd'hui, on sait que sur les 12 derniers mois, il y a eu plus d'1 million d'entreprises de créées. Donc, les 2/3 sont créés en entreprise individuelle sous ce régime de l'auto-entrepreneur spécifiquement. Donc, ce sont des personnes qui entreprennent en solo. Il y a plus de 2,5 millions d'auto-entrepreneurs aujourd'hui. Donc, ça devient une véritable communauté. C'est 10% de la population active. Et à l'heure où je vous parle, selon les dernières sources que l'on a, ce sont plus de 3000 personnes qui s'inscrivent par jour à l'auto-entrepreneur. Alors, un petit peu de sémantique, parce que je dis le mot auto-entrepreneur depuis le début, et j'y tiens. Personnellement, et à l'UAE aussi, on milite pour conserver ce mot, parce que auto-entrepreneur, ce mot a été créé, il détermine l'autonomie de la personne, auto pour autonomie. Dans d'autres pays comme l'Espagne, le même régime s'appelle autonomus. Au Québec, par exemple, c'est le travailleur autonome. Donc, ici en France, le nom du régime, c'est comme Frigidaire, hein, c'est le nom de base, c'est auto-entrepreneur. Il a été un peu modifié, on va dire, en 2015, puisqu'il a été appelé micro-entrepreneur. En fait, il y a eu une fusion de l'ancienne micro-entreprise avec le régime de l'auto-entrepreneur et l'administration a baptisé ça la micro-entreprise, être micro-entrepreneur. Donc, ça crée un peu de confusion, mais en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que c'est la même chose. Si vous voyez, par exemple, sur le site des impôts communique avec le mot micro-entrepreneur et le site de l'URSSAF communique comme l'UAE avec le mot auto-entrepreneur. En fait, c'est la même chose. C'est juste que dans les textes, le terme est maintenant micro-entrepreneur depuis 2015, mais il y a une forte appétence des gens et de certaines structures comme la nôtre ou comme l'URSSAF de continuer à l'appeler par son nom d'origine, qui est le nom du régime et qui s'appelle auto-entrepreneur. Dans tous les cas, vous vous appelez comme vous voulez. Si vous voulez dire que vous avez entreprise sous le régime de micro-entrepreneur ou sous le régime de l'auto-entrepreneur, en tous les cas, moi, je reste attachée à l'autonomie qui est signifiée par ce mot. Donc, vous voyez, le petit dessin illustre bien que voilà, vous êtes entrepreneur individuel, oui, vous êtes travailleur indépendant, oui, vous avez une micro-entreprise, vous êtes auto-entrepreneur, mais c'est la même chose. Ce ne sont pas des régimes différents, y compris freelance, qui est un terme utilisé par les plus jeunes et particulièrement dans les activités plutôt intellectuelles ou plutôt design ou plutôt web, mais c'est la même chose. Après, on s'appelle comme on veut. En tout cas, vous êtes entrepreneur, quoi qu'il en soit, quel que soit le régime fiscal et social, puisque c'est un régime fiscal et social. Alors, si on devait faire une carte d'identité de ce régime, déjà, voilà les points essentiels que vous devez avoir en tête. C'est une entreprise individuelle, c'est-à-dire une personne physique. C'est vous et vous seul en tant que personne qui entreprenez. Donc, lorsque vous vous serez inscrit à ce régime, pour avoir votre numéro SIRET, vous recevrez un document de l'INSEE, puisque c'est l'INSEE qui vous enregistrera et qui vous confirmera votre inscription. Et sur cet avis INSEE de création d'entreprise figurera votre nom et votre prénom. C'est vous en tant que personne qui entreprenez. À la différence d'une société, lorsqu'on crée une société, c'est une personne morale, c'est-à-dire qu'on crée une entité différente de soi que l'on va gérer. Là, c'est la même chose, c'est vous et vous seul. Rien ne vous empêche, en revanche, de donner un nom commercial à cette entreprise. C'est toujours plus facile de parler d'une marque et donc de créer sa marque pour parler de son activité plutôt que de parler de soi. Ce n'est pas toujours évident, sauf si on a une grande expertise. Par exemple, c'est ce que font souvent les consultants seniors qui ont une expertise, qui ont un carnet d'adresses, qui sont reconnus dans leur activité et dont le prénom et le nom suffisent. Ils n'ont souvent pas forcément de nom commercial. La plupart du temps, je pense qu'un nom commercial, c'est une démarche assez sympa. Ça permet de réfléchir au nom de son activité, à un logo, une charte graphique, etc. C'est un régime microsocial et microfiscal simplifié. Donc, microsocial pour ce qui concerne la partie de la protection sociale
et microfiscal pour ce qui concerne la partie de l'imposition. Donc, c'est simplifié par rapport à tous les autres régimes. C'est la particularité de l'auto-entrepreneuriat, c'est cette simplification. On va y revenir sur le social et le fiscal. La simplification des formalités d'inscription, oui. Alors, c'est beaucoup plus simple puisque c'est la première fois, en France en tout cas, que l'on pouvait s'inscrire en ligne et on peut toujours s'inscrire en ligne. Attention, par contre, j'y reviendrai tout à l'heure, mais un seul site pour s'inscrire, c'est autoentrepreneur.ursaf.fr. Attention à toutes les arnaques et tous les sites qui vous vendent du vent. Accessible à tous, c'est-à-dire qu'en fait, à partir de 16 ans, en étant émancipé avec l'autorisation des parents, on peut créer son auto-entreprise. Il n'y a pas d'âge limite, il n'y a pas de temps limite non plus. Vous pouvez rester auto-entrepreneur si vous souhaitez rester auto-entrepreneur pendant plusieurs années. Vous pouvez l'exercer en exclusif, c'est-à-dire vous ne faites que ça à temps plein. C'est votre activité principale, vous créez votre activité, vous allez en vivre, en tirer un revenu à 100% de votre temps. Ou alternativement, c'est-à-dire que vous pouvez le faire pendant une certaine période et puis cumuler, par exemple, avec aussi une autre activité, c'est-à-dire que si vous êtes salarié et vous avez envie de tester votre idée, vous pouvez le faire, évidemment, sans travailler sur votre auto-entreprise, sur vos heures de travail salarié. C'est une question de loyauté. Vous pouvez également cumuler cette auto-entreprise en étant étudiant, en étant retraité, également donc en étant demandeur d'emploi. C'est-à-dire que vous pouvez cumuler avec vos allocations de demandeur d'emploi. C'est tout à fait possible. Ensuite, les cotisations. Alors, moi, je ne parle pas de charges. On entend souvent les charges. Mais les charges, c'est quelque chose qui pèse lourd. Les charges, c'est une globalité de tout ce que doit payer une entreprise. Moi, je vais vous parler des cotisations, c'est-à-dire les cotisations sociales, le pourcentage que vous allez donc payer de cotisations pour votre protection sociale, c'est-à-dire la sécurité sociale. On va en parler aussi dans le détail tout à l'heure. Donc, c'est un pourcentage du chiffre d'affaires. La particularité de l'auto-entrepreneur, et c'est le seul régime à proposer cela, c'est un paiement au fur et à mesure des encaissements. C'est-à-dire qu'en fait, par chiffre d'affaires, en auto-entrepreneur, on entend ce que vous avez encaissé. Je donne un exemple. Si aujourd'hui, vous facturez 1 000 € à une entreprise, par exemple, l'entreprise, vous lui demandez un acompte de 20%. Vous allez recevoir donc 200 € d'acompte en décembre. Votre chiffre d'affaires de décembre, ce ne sera pas ce que vous avez facturé, mais ce que vous avez encaissé. Donc, ça ne sera pas 1 000, mais ça sera 200. Et les 800 € qui resteront à vous être payés par votre client, admettons en janvier, vous les recevez en janvier, ils sont sur votre compte. Donc, ce sera les 800 € à déclarer en janvier. Voilà. En fait, c'est le principe, pas de chiffre d'affaires, pas de cotisation. Donc, c'est ce qui permet de tester une idée, d'avancer sans risque, de ne pas avoir d'avance de cotisation à faire comme dans les autres régimes ou les autres statuts où effectivement il faut avancer des cotisations sociales alors qu'on n'a pas encore encaissé le premier euro d'un client. Donc, voilà pourquoi aussi ce régime a quand même pas mal de vertus, entre autres, c'est-à-dire que ça permet de ne pas avoir d'avance à faire et de payer au fur et à mesure de ce que l'on fait comme chiffre d'affaires. Il n'y a pas de comptabilité obligatoire au sens de la comptabilité, d'un bilan, de recourir à un expert comptable, etc. Donc, c'est beaucoup plus agile. Mais, vous voyez, le mais est en rouge et en gras et en capital. Une bonne gestion est recommandée dès le départ et je ne saurais faire que le dire parce que l'expérience de vos pairs qui ont commencé il y a quelques années ont montré que quand ce n'est pas géré dès le départ, c'est mal géré et ça part de travers. Voilà. C'est comme l'histoire du pas de vis. Si vous commencez à visser de travers, ça n'ira pas au bout. Donc, en fait, il faut véritablement vous dire que pendant cette période de préparation, vous devez vous conformer aux obligations qui sont liées à ce régime, c'est-à-dire pas de comptabilité obligatoire, mais vous devez avoir un livre de recettes et d'achats. Donc ça veut dire que vous listez sur ce que vous voulez. Ça peut être sur une feuille Excel, ça peut être dans un logiciel, ce que je vous invite à faire, qui sont quand même, il y a beaucoup de logiciels de gestion de compta qui sont pratiques aujourd'hui et adaptés à une activité indépendante. Ça peut être sur un cahier. Enfin, chacun fait du moment que vous avez une manière de faire qui fait que vous enregistrez bien tout ce que vous achetez pour votre entreprise et tout ce que vous vendez, de telle sorte que vous puissiez avoir un tableau de bord et voir si votre activité est rentable, suivre les règlements de vos clients. Ça, c'est extrêmement important. Si c'est fait régulièrement,
pas tous les 6 mois, mais plutôt toutes les semaines, vous jetez un œil, vous tenez ça à jour et vous verrez, ça se passera très bien, ça sera très fluide et vous serez bien content de voir progresser votre chiffre d'affaires et de pouvoir tenir ce tableau de bord. Alors, hors champ de TVA, la TVA, c'est toujours le grand mystère. C'est quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas, y compris ceux qui sont d'ailleurs entrepreneurs dans d'autres régimes. On voit qu'il y a quand même une méconnaissance de cette TVA. La TVA, c'est de l'argent qui ne vous appartient pas. C'est l'argent que toutes les entreprises collectent et reversent à l'État en déduisant une partie des achats, des TVA payés sur certains achats. Vous, ça ne vous concerne pas en tant qu'entrepreneur jusqu'à un certain seuil dont je vais vous parler. Mais ce n'est pas parce que ça ne vous concerne pas au début de l'activité qu'il ne faut pas comprendre comment ça fonctionne. Parce que vous aurez des clients, par exemple, en entreprise qui ne comprendront pas pourquoi votre TVA est à zéro, pourquoi vous n'êtes pas éligible à la TVA. Donc, il faut que vous compreniez et que vous sachiez expliquer quel est votre régime fiscal et pourquoi vous n'êtes pas, et effectivement, vous êtes hors champ de TVA. Mais ça ne vous rend pas moins crédible pour autant. C'est ce que je vais vous expliquer tout à l'heure. L'assurance. Alors l'assurance, une assurance professionnelle est recommandée pour votre activité parce que vous allez exercer une activité professionnelle, vous allez délivrer des conseils, vous allez délivrer des produits, vous allez délivrer des services. Donc, vous devez vous couvrir. Alors, c'est obligatoire pour les activités, par exemple, artisanales ou dans le bâtiment, et on le comprend bien pour la protection du consommateur. Vous êtes vous aussi des consommateurs. Si demain, un électricien vient chez vous, il est indépendant et il perce une canalisation de gaz en voulant vous installer un tableau électrique, par exemple, ou je ne sais quoi, c'est sûr que vous n'allez pas trouver ça drôle et que vous allez lui dire qu'il doit payer les dégâts qui ont été occasionnés. Donc, il faudra qu'il soit assuré. Et ça, c'est valable au quotidien. Quand vous faites intervenir quelqu'un, un professionnel chez vous, vérifiez qu'il ait bien une assurance professionnelle. Eh bien, vous, ça sera la même chose. C'est-à-dire que vous allez proposer vos services à des clients et il s'agit que ces services, vous, soient assurés. C'est-à-dire que si vous faites une erreur, ça peut arriver, eh bien, en fait, votre client est couvert. Et vous aussi, puisque c'est votre assurance qui viendra indemniser le préjudice que vous aurez peut-être créé. Tout comme vous pouvez aussi vous retrouver face à un client de mauvaise foi qui va vous attaquer à tort, parce que tout simplement, peut-être il ne voudra pas payer la facture, ou voilà, on ne sait pas. Enfin, en tout cas, il peut vous attaquer, que ce soit justifié ou pas. Votre assurance professionnelle vous protégera. C'est une RC professionnelle, assortie souvent d'une protection juridique pour pouvoir se défendre le cas échéant. Mais il peut arriver des choses très, très banales qui engagent votre responsabilité alors que vous vous disiez, bon, je n'ai pas une activité à risque. Ce que je vous donne comme exemple est un exemple vécu. C'est toujours des exemples vécus parmi tous les auto-entrepreneurs accompagnés depuis toutes ces années. Une prof d'anglais vient chez son client, donc elle vient donner son cours à un élève et elle pose sa sacoche sur une console. Sauf que la console, ça la déstabilise. Bref, un vase tombe. Pour elle, c'est un simple vase, sauf que c'est une potiche certifiée, numérotée, qui coûte plus de 20 000 €. Et donc, la question, c'est qui paye. Effectivement, la potiche est cassée, qui paye? Et la cliente, hors de question qu'elle fasse marcher son assurance à elle, elle s'est retournée contre la personne qui l'avait brisée. Et donc, cette jeune femme, prof d'anglais, n'était pas assurée en assurance RC Pro et donc a dû faire un crédit pour rembourser la dénommée potiche. Voilà, donc une assurance pro, c'est quelques euros par mois. À partir du moment où vous ne faites pas quelque chose de très dangereux ou, voilà, ou lié à des activités du bâtiment qui nécessitent une décennale, par exemple. Donc, ce n'est pas si cher que ça et ça vous protège. C'est vraiment indispensable de demander des devis et de se pencher sur ce sujet. Et ensuite, la protection de votre personne, c'est-à-dire vous êtes le meilleur, vous êtes l'outil de travail en fait de votre entreprise. C'est vous qui êtes le bien le plus précieux, donc il faut vous protéger. Il faut que vous compreniez qu'à partir du moment où vous n'êtes plus salarié, vous êtes indépendant, c'est vous qui devez la construire, cette protection sociale. Avant, c'était ce qu'il y avait sur votre bulletin de salaire entre le brut et le net. Et bien, il faut refaire la même chose dans votre activité à vous indépendante, c'est-à-dire avoir votre protection sociale, votre complémentaire santé appelé communément mutuelle pour venir combler vos dépenses de santé, le reste à charge, mais également une assurance prévoyance. Alors, la prévoyance, ça veut dire prévoir et ça veut dire une prévoyance, c'est quel est le revenu de remplacement que vous auriez si vous tombez malade
pendant un temps assez long, du genre 6 mois. Vous êtes hospitalisé 6 mois, on vous dit c'est terminé, vous ne pouvez plus travailler pendant 6 mois, vous devez vous arrêter. Aujourd'hui, est-ce que vous savez dire ce qui se passera sur votre compte en banque, en fait? Alors, première démarche, posez la question sur amélie.fr, sur votre compte sécurité sociale, en expliquant à la fois votre situation d'aujourd'hui et à la fois si votre situation change et que demain, vous devenez indépendant, qu'est-ce qui se passe, en fait? Que recevrez-vous sur votre compte en banque chaque jour en indemnité journalière? Hyper important véritablement de se pencher sur ce sujet. C'est un chantier à ouvrir, mais une fois que vous l'aurez fait, vous verrez effectivement avec un assureur ce qu'il convient de mettre comme brique en face, c'est-à-dire que vous aurez les indemnités journalières de la sécurité sociale, et puis il faudra que vous ajoutiez une petite brique pour avoir un minimum de revenus pour continuer à honorer vos traites personnelles, vos échéances personnelles. Voilà. Donc ça, c'était la petite carte d'identité. Maintenant, on va rentrer dans le détail. Vous pourrez évidemment poser vos questions à la fin. Notez-les et à la fin, j'y répondrai avec plaisir. Alors, comment s'inscrire? Voilà donc le site qui est le site autoentrepreneur.ursaf.fr. Donc, c'est celui-ci sur lequel il faut s'inscrire. N'allez pas vous balader sur d'autres endroits qui recopient presque à l'identique les formulaires et qui, à la fin, vous demandent votre carte bleue. C'est gratuit. Alors, certains organismes vont vous vendre le fait que c'est très, très compliqué, on va vous aider à le remplir, vous allez payer 90 € par exemple à la Chambre des métiers, pour pouvoir, parce que comme si vous n'étiez pas capable de remplir un formulaire qui vous concerne. J'insiste sur ce point parce qu'en ce moment, il y a une espèce de tendance à déresponsabiliser tout le monde et à dire « c'est trop compliqué, vous allez payer ». Et puis, on va vous faire le truc parce que c'est très compliqué. Bon, ce n'est pas compliqué, il faut juste se pencher dessus, c'est tout. Et si vous commencez à être bloqué par un formulaire à remplir qui est extrêmement simple, il faut savoir que vous allez entreprendre. Donc, vous allez avoir beaucoup de choses à savoir faire, à apprendre. Donc, le formulaire, ça ne doit pas être un écueil, ça doit être quelque chose qui est une petite formalité à faire, point. C'est la seule qui a à faire. Donc, inscription sur autoentrepreneur.ursaf.fr, vous créez votre compte. Lorsque vous êtes en libéral, en activité libérale, c'est-à-dire que vous vendez votre temps et vos compétences, comme des prestations intellectuelles par exemple, là, il n'y a pas d'immatriculation particulière. Vous poursuivez votre inscription sur le site de l'URSSAF et ça va très très vite. En quelques minutes, vous serez inscrit. Ensuite, si vous avez une activité commerciale ou si vous avez une activité artisanale, vous voyez, il y a des sites relais, donc vous serez dirigé vers infogreffe.fr ou vers cfemetier.com. Alors pourquoi? Parce que, notamment sur les activités artisanales, pour pouvoir s'inscrire, il faut d'abord apporter un justificatif de votre qualification professionnelle et de votre assurance, alors notamment puisque c'est obligatoire. Pour, par exemple, mon exemple de l'électricien. Si vous allez vous installer en électricien, vous ne pouvez pas vous inscrire juste sur l'URSSAF. Il faut que vous alliez montrer votre qualification professionnelle, et votre assurance, de telle sorte qu'on puisse valider votre inscription. Donc, vous pouvez le faire en ligne sur cfe.metier.com. Et vous aurez, que ce soit chambre de commerce ou chambre des métiers, vous avez une obligation de vous immatriculer au registre du commerce et des sociétés pour le commerce et au répertoire des métiers pour la chambre des métiers. C'est gratuit en revanche, contrairement aux autres statuts d'entreprise qui doivent payer des frais d'immatriculation. Là, c'est gratuit l'immatriculation. La seule chose que vous avez qui vous sera à payer en même temps que vos cotisations sociales, c'est une petite taxe pour frais de chambre de commerce, une petite taxe pour frais de chambre de métier. Je dis petit parce que c'est 0, des poussières d'euros, c'est pas grand-chose, mais c'est comme ça, c'est à régler. Alors, l'avantage, c'est que vous êtes effectivement, vous pouvez voter au sein de ces 2 chambres consulaires puisque vous êtes immatriculé. Une seule auto-entreprise par personne. Alors, parfois, on me pose encore souvent la question, est-ce qu'on peut créer une auto-entreprise pour une activité, une auto-entreprise pour une autre? Non, pas du tout. C'est une seule par personne. Et en revanche, vous pouvez mixer plusieurs activités dans une même auto-entreprise, même si elles n'ont rien à voir. Exemple, moniteur de ski l'hiver, parce que voilà, un monsieur habite dans les Alpes et il fait du ski, il est qualifié et diplômé en ski, donc il est moniteur pendant l'hiver et puis l'été, il parle plusieurs langues, donc il est traducteur ou il est interprète, enfin en tout cas, il fait d'autres choses. Donc ça peut n'avoir rien à voir.
Ça peut être une activité de conseil, par exemple, en marketing, en activité principale, et puis une deuxième activité qui va être la fabrication de bijoux, par exemple, et puis une activité peut-être saisonnière sur les marchés. Voilà, ça peut être complémentaire. C'est à vous de définir, en fait, quelle est l'activité principale aujourd'hui, lorsque vous créez, qui vous paraît être celle qui sera la plus porteuse de votre activité. Et sur votre formulaire d'inscription, vous détaillerez votre activité principale et puis celles que vous allez exercer en annexe, en fait en complément, mais qui sont secondaires. Attention quand même, parce que ça ne se décide pas comme ça, hein, on en parlera plus tard, mais il faut bien préparer son projet et être sûr que son idée va permettre d'en tirer un revenu. Voilà, on ne fait pas les choses de manière hypothétique, on les fait en s'appuyant quand même sur des données et sur des études que l'on a faites à son niveau, mais il faut le faire, étudier un petit peu la concurrence, étudier un petit peu son idée. Alors, quel chiffre d'affaires? Vous voyez le chiffre d'affaires, donc en partie en jaune, c'est la partie commerce, donc vente de biens, et en bleu, c'est la partie prestation de services ou activité libérale. Alors, en bleu, c'est-à-dire que vous vendez votre temps et vos compétences. En jaune, vous vendez des produits. Vous achetez et vous revendez des produits. Vous confectionnez, vous revendez des produits. Donc, en fait, les deux seuils de chiffre d'affaires ne se cumulent pas. C'est-à-dire, on ne peut pas faire l'un, 1 plus, enfin 176 200 plus 72 600. Non, c'est l'un dans l'autre, comme vous voyez sur le dessin. Imaginons, vous êtes prof de danse, vous délivrez des cours. Donc ça, c'est de la prestation de service. Vous pouvez aller jusqu'à 72 600 de facturation, donc hors taxe, de ces cours de danse. Mais cette même prof de danse peut avoir une boutique en ligne et donc elle peut aller jusqu'à un peu plus de 100 000 de plus, en tout cas, en activité de vente dans sa boutique en ligne. Voilà, c'est l'un dans l'autre. Mais quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas aller au-dessus de 72 600 de prestation de service ou activité libérale. Il faut savoir que lorsque vous déclarez votre activité, lorsque vous déclarerez votre activité principale, donc tout ça sera bien écrit, vous aurez un code APE, c'est un code qui va définir votre activité, donc c'est un code statistique, hein, mais qui va définir quelle est l'activité principale, et puis l'activité secondaire sera notifiée. Donc, quand vous recevrez votre avis pour déclarer votre chiffre d'affaires du mois ou du trimestre, selon ce que vous aurez choisi, en fait, vous aurez deux lignes. La ligne pour ce qui relève du commerce et la ligne pour ce qui relève des prestations de services ou activités libérales. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien tenir votre tableau de bord. Alors, les cotisations sociales, vous voyez, elles sont différentes selon si ce sont des prestations de services ou des activités libérales. Par exemple, la prof de danse, tous ses cours, c'est-à-dire les prestations qu'elle va vendre, les cours de danse, elle devra payer 22% de cotisation sur le chiffre d'affaires qu'elle aura encaissé. En revanche, si elles vend des tutus, des barrettes à chignon, enfin je ne sais quoi, des objets en tout cas sur sa boutique en ligne, tout ce chiffre d'affaires-là sera avec un pourcentage de 12,8% à verser à l'URSSAF au titre des cotisations sociales. Donc, si vous êtes demandeur d'emploi, il est préférable de choisir de déclarer votre chiffre d'affaires tous les mois, puisque c'est la façon de faire chez Pôle emploi, c'est on déclare sa situation au mois. Donc, c'est préférable de faire comme ça. Sinon, vous pouvez aussi choisir de déclarer votre chiffre d'affaires tous les trimestres. Ces taux de cotisation sont des taux pleins, mais il existe une aide qui s'appelle l'ACRE, donc qui vous permet alors, la première année, alors c'est pas tout à fait, alors j'ai mis exprès de date à date 365 jours parce que souvent c'est ce que l'on peut croire, c'est pas tout à fait ça, c'est en fait pendant 4 trimestres. Alors ça pourrait être la même chose, mais pas du tout. C'est-à-dire que si vous créez le 1er janvier, votre activité, effectivement, vous aurez droit pendant les 365 jours de l'année à la moitié, en fait, ne payer que la moitié de ces cotisations que vous voyez. C'est-à-dire ça sera 6,4% et 11%. En revanche, si vous créez le 28 mars, vous aurez déjà entamé le premier trimestre. Donc, il ne vous restera que 3 trimestres où vous pourrez bénéficier de la réduction de cotisation. Alors, c'est une petite subtilité qui a son importance. Et elle l'a d'autant plus que beaucoup de personnes créent trop vite leur numéro SIRET. Ils pensent qu'avec le numéro SIRET, ça y est, tout va se faire. Pas du tout. Il faut d'abord préparer son projet. Et lorsque vous savez ce que vous allez vendre, à quel prix vous allez vendre, alors vous créez votre numéro SIRET et là, vous bénéficierez des 4 trimestres, c'est-à-dire que vous commencerez à facturer
alors que vous avez votre numéro SIRET. Donc là, vous pourrez bénéficier, vous optimisez en fait cette période de 4 trimestres. Vous devez déclarer évidemment, même si votre chiffre d'affaires est à zéro, l'administration vous demande de déclarer, même à zéro, vous dites ce mois-ci, rien. Voilà. Il y a des mois où vous verrez, quand on est indépendant, il y a des mois où on va faire des gros chiffres d'affaires et d'autres où c'est zéro, surtout quand on démarre, ce n'est pas toujours très linéaire. Et le paiement des cotisations est obligatoire en ligne à l'URSSAF. Ils ont une application qui fonctionne très bien, c'est extrêmement rapide. Ça ne demande pas de déléguer la chose à qui que ce soit et d'aller payer quelqu'un pour le faire à votre place. Vous pouvez le faire tranquillement avec des outils qui ont été pensés, qui sont pratiques. Qu'est-ce qu'il y a dans les cotisations sociales? Voilà, il y a la même chose en fait que ce que vous avez lorsque vous êtes salarié, à quelques petites différences près. Maintenant, tout c'est vraiment harmonisé. Il y a encore des efforts à faire, mais ça s'est quand même harmonisé. Donc, le seul point véritablement d'importance, alors la carte vitale ne change pas, vous n'avez pas à changer votre médecin référent, rien ne bouge. Ce n'est pas comme il y a quelques années, c'est terminé, le RSI, ça n'existe plus. Parfois, on lit encore que le RSI existe. Non, ça n'existe plus. Vous êtes au régime général, comme vous êtes au régime général aujourd'hui si vous étiez salarié. La seule particularité, ce sont les indemnités journalières, c'est-à-dire ce qui vient sur votre compte en revenu de remplacement si vous êtes malade ou si vous avez eu un accident. Ça, c'est hyper important, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de vérifier avec votre sécurité sociale pour savoir exactement combien vous aurez par jour. Est-ce que c'est 5 euros? Est-ce que c'est 10 euros? Est-ce que c'est 15 euros? Donc ça, il faut que vous posiez la question et que vous vous intéressiez à ce sujet et que régulièrement, vous redemandiez pour vérifier en fonction du chiffre d'affaires que vous aurez fait comment la sécurité sociale calculerait si vous tombiez malade la semaine prochaine, par exemple. Voilà. Il faut prendre des cas concrets. Il faut poser des questions avec des cas concrets. Si je tombe malade la semaine prochaine, qu'est-ce qui se passe? Voilà, comme ça, vous le savez. Et vous faites ça régulièrement, de telle sorte que vous puissiez adapter une proposition d'assurance prévoyance en face et pouvoir entreprendre sereinement, vous consacrer à votre activité et ne pas craindre de tomber malade ou d'avoir un accident. Alors, tout le reste, vous voyez, les allocations famille, tout ça, c'est la même chose. Vous avez les mêmes droits, les soins, c'est la même chose. Tout est pareil, sauf cette partie d'indemnité journalière à vérifier. Et ensuite, la retraite. Alors, on lit parfois, il y a des choses extraordinaires, il y a des gens qui écrivent qu'on ne cotise pas à la retraite quand on est auto-entrepreneur. Si, mais à condition de faire du chiffre d'affaires. C'est comme tout. Si vous ne cotisez pas, si vous ne travaillez pas et si vous n'encaissez pas de chiffre d'affaires, vous ne cotisez pas, dans ces cas-là, effectivement, il n'y a pas de droit. Alors, il y a un minimum de chiffre d'affaires à faire. Vous trouverez le tableau du minimum de chiffre d'affaires à faire pour avoir les 4 trimestres. Ceci dit, si vous faites une part de ce seuil, vous aurez un trimestre ou 2 trimestres ou 3 trimestres. Fixez-vous comme objectif. Par exemple, si vous êtes en libéral, c'est autour des 12 000 euros qu'il faut faire dans l'année pour valider et cotiser ces 4 trimestres. Donc, c'est un peu moins selon les types d'activités, mais les chiffres de 2021 n'étant pas solidifiés, je préfère que vous voyez sur le site, effectivement, à la fois de la CARSAT ou de la caisse de vieillesse ou sur autoentrepreneur.ursaf.fr pour voir quels seront les chiffres définitifs de l'année. En tout cas, on verra pour l'année prochaine, puisque si vous êtes là, c'est que vous n'avez pas encore créé. Donc, vous verrez ça en début d'année, quand le nouveau tableau des seuils de chiffre d'affaires à faire pour valider ces 4 trimestres en retraite sera publié. Alors maintenant, on va parler fiscalité. Donc, à partir du moment où vous encaissez des revenus, c'est-à-dire un chiffre d'affaires sur votre auto-entreprise qui va vous permettre de générer des revenus, vous serez imposé évidemment sur ces revenus. Donc, comme vous êtes une entreprise individuelle, une personne physique, si vous êtes imposé à l'impôt sur le revenu. On ne parle pas d'impôt société en auto-entreprise puisque ce n'est pas une société. Donc, les entreprises individuelles, c'est l'impôt sur le revenu pour l'auto-entrepreneur. 2 solutions, soit vous avez un revenu fiscal de référence qui est en dessous là, de 27 519 par part de quotient familial, c'est-à-dire le revenu fiscal de référence, c'est le montant qui est en gras sur votre avis d'impôt. Alors, il faut prendre celui de N-2, donc de 2019, puisqu'on est aujourd'hui en 2021, mais pour vous, l'année prochaine, il faudra prendre celui de 2020. Si effectivement vous êtes en dessous par part de quotient familial, donc faites vos calculs, si vous avez une part et demie, 2 parts, à ce moment-là, vous pouvez cocher dans votre inscription au régime, vous souhaitez opter pour le versement libératoire.
Et vous voyez les pourcentages qui s'affichent. Donc, selon votre type d'activité, ce sera 1%, 1,7, 2,2. Donc, ça, c'est payé en même temps que vos cotisations sociales. C'est l'URSSAF à qui vous allez le payer, qui le redistribuera aux impôts. En revanche, si vous êtes au-dessus de ce revenu fiscal de référence, alors vous paierez vos impôts avec les autres revenus à la source. Donc là, je vous invite véritablement à aller rencontrer votre service fiscal. C'est le service des impôts des entreprises, le SIE. C'est à l'endroit où certainement où vous allez pour vos impôts particuliers, mais il y a un service qui est dédié aux entreprises. Donc c'est là que vous allez aller poser vos questions. Dans votre cas, puisque chacun a une situation particulière avec l'administration fiscale. En revanche, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous avez par exemple fait 10 000 € de chiffre d'affaires l'année prochaine, vous allez déclarer ces 10 000 €, c'est le montant que vous aurez encaissé. C'est l'administration qui va calculer un abattement pour frais professionnels, puisqu'on ne peut pas défalquer de frais en auto-entreprise, mais il y a cet abattement qui existe, qui est à peu près juste, qui donne effectivement un abattement de 34% pour les activités libérales, 50% pour les prestations de services et 71% pour l'activité d'achat-revente. Donc, en fait, ce n'est pas la totalité des 10 000 € qui est pris en compte pour calculer l'impôt, mais c'est les 10 000 € moins l'abattement qui est établi par l'administration fiscale. Mais je vous invite à aller voir le service des impôts des entreprises. C'est le meilleur endroit où bien vous faire expliquer par rapport à votre situation aujourd'hui fiscale. Si vous créez une auto-entreprise, qu'est-ce qui se passe et comment vont être prélevés comment vont être payés vos impôts sur le revenu. Et enfin, la fiscalité locale. Alors ça, c'est une taxe qui s'appelle la cotisation foncière des entreprises. Il n'y a pas de cartographie nationale de cette taxe puisque elle est vraiment fixée de manière indépendante par chaque commune. C'est le conseil municipal qui la vote et donc elle est très différente selon les villes. Il faut que vous alliez, alors soit vous êtes déjà intéressé par votre conseil municipal, vous y assistez ou vous êtes déjà en lien avec des élus et donc vous pouvez poser la question directement à la mairie. Sinon, si vous n'êtes pas intéressé par la vie civique, vous pouvez très bien aller rencontrer le service de développement économique de votre commune qui vous dira de combien est cette CFE ou justement quand vous allez aller au service des impôts, puisque c'est le trésor public qui la collecte, vous demanderez à combien elle se monte, cette CFE, là où vous allez établir votre auto-entreprise, à votre domicile la plupart du temps, mais vous pouvez aussi la domicilier dans une entreprise de domiciliation, par exemple, ailleurs. Donc, c'est une déclaration initiale à effectuer en ligne sur impôts.gouv. Vous êtes exonéré, comme toutes les entreprises, l'année civile de la création ou si votre chiffre d'affaires est inférieur à 5 000 €. Et à partir de la deuxième année, en octobre, admettons si vous créez le 1er janvier 2022, vous aurez un appel à payer cette CFE en octobre 2023. Alors, à l'UAE, nous ne désespérons pas de réussir à faire limiter ou calculer différemment, en tout cas, cette CFE. C'est un de nos combats. Donc, on verra bien comment nous évoluerons. Tenez-vous informés sur le site de l'UAE sur cette cotisation foncière des entreprises parce qu'elle est quand même assez inéquitable selon les communes. Récapitulatif donc, de tout ce que je viens de vous dire. Vous voyez les chiffres d'affaires dans la première colonne, les types par type d'activité, les cotisations sociales qui correspondent, les impôts, donc soit en versement libératoire ou soit en imposition classique, en tenant compte de l'abattement. Et puis, deux petites colonnes, les deux dernières, c'est la contribution à la formation professionnelle. Donc, il ne faut pas l'oublier. Elle vous donne des droits à vous former régulièrement chaque année. Donc, vous avez droit en tant qu'indépendant au compte, mon compte formation, le CPF, géré par la Caisse des dépôts, tout comme n'importe quel salarié, n'importe quel actif y a droit. Donc, vous avez un compte qui sera abondé tous les ans de 500 €, mais vous avez aussi droit, vous avez des cotisations que vous réglez en même temps que votre chiffre d'affaires et qui vous donnent des droits avec les fonds de formation qui sont les fonds de formation destinés aux chefs d'entreprise. Donc voilà, vous avez des droits et il ne faut pas oublier que la formation, c'est extrêmement important dans votre métier ou dans la gestion de votre activité. Et enfin, la dernière colonne, vous voyez, c'est les taxes pour chambre consulaire dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont toutes petites. Mais tout ça, c'est déjà précalculé et c'est donc l'URSSAF qui se charge
de vous donner le montant que vous aurez à payer, que ce soit les cotisations sociales ici dans cette colonne, les impôts si vous y êtes éligible au versement libératoire, la contribution à la formation pro et les taxes pour chambre consulaire. Donc, vous n'avez pas d'autres organismes à payer hormis l'URSSAF. Voilà pour ce qui est de l'explication du volet fiscal et social, mais vraiment, on l'a survolé. Mais déjà, ça vous donne une idée de ce qu'il faut comprendre. À l'UAE, on a ce parcours qui vous donne qui est joli, il est tout en couleur, mais surtout, aujourd'hui, vous en êtes ici, vous êtes dans la case s'informer, vous venez vous informer. Nous, on vous invite à comprendre, c'est pour ça qu'on a inclus cette formation un peu plus vraiment complète qui va vous permettre de faire le tour et d'être sûr que vous avez bien compris tous les tenants et les aboutissants de ce régime. Mais pas que ça, comprendre, il y a tout un tas de choses à comprendre dans les lois, les décrets, etc. En fait, tout ce qui peut avoir un lien avec votre activité. Se protéger, c'est la partie assurantielle dont je vous ai parlé, c'est protéger votre santé, protéger vos revenus de remplacement dans le cas où vous avez un accident ou une maladie, et protéger votre activité et votre responsabilité. Ensuite, vous avez un petit travail très important qui est de définir ce que vous allez vendre. C'est-à-dire, vous allez vendre quoi? Un produit, un service, sous quelle forme quel va être le prix? Est-ce que ça va être un abonnement? Est-ce que ça va être un prix au produit à l'unité? Est-ce qu'il va y avoir des prix dégressifs? Comment vous allez formuler cette offre en fait? Une fois que vous avez formulé votre offre, alors vous allez décider de savoir où sont vos clients, comment vous allez les trouver. Vous n'allez pas vendre à toute la planète, vous allez vendre à ce qu'on appelle un segment de clientèle. Donc, dans ce parcours solution que propose l'UAE, on vous explique tout ça et on vous oriente à chaque fois aussi vers des formations complémentaires auxquelles vous pouvez souscrire directement via votre CPF ou tout simplement vouloir, comme certains le font aujourd'hui, pour ne pas passer des heures à monter des dossiers, finalement se payent des formations pour avancer et pour construire leur projet. Et quand vous arrivez à la partie en rouge, là, c'est s'organiser. Là, vous pouvez, une fois que vous avez fait tout ce travail là, de la première partie de la spirale, là, vous pouvez décider de créer votre brique juridique, c'est-à-dire de demander votre numéro SIRET. Mais pas avant. Avant, vous n'aurez pas fait cette phase préparatoire. Vous allez perdre du temps avec un numéro SIRET qui va commencer à tourner, avec un temps où vous allez perdre le bénéfice de l'ACRE, par exemple. Donc voilà, donc toute cette période préparatoire, elle est vraiment capitale. Et là, à partir de là, vous pourrez communiquer puisque vous avez défini votre offre. Donc, vous saurez quoi mettre sur votre site Internet, vous saurez quoi mettre sur vos réseaux sociaux. Ça sera beaucoup plus facile plutôt que de brûler les étapes. Beaucoup commencent par créer un site Internet, sauf qu'ils ne savent pas quoi mettre dedans. Donc, déjà, ils ont dépensé de l'argent avant même d'avoir su ce qu'ils allaient vendre ou comment se positionner sur un marché et vis-à-vis de la concurrence. Et à partir de là, vous allez vendre. Donc, ça veut dire que vous allez choisir vos canaux de distribution. Est-ce que vous avez des prescripteurs qui peut vous aider effectivement dans un réseau local, territorial? Quels canaux vous allez choisir? Est-ce que ça va être des canaux via des boutiques? Est-ce que ça va être uniquement en ligne? Les deux. Voilà, tout ça, en fait, c'est là que vous allez pouvoir positionner toute votre offre et la mettre en avant. Et puis, travailler, assurer vos produits, la vente de vos produits, vendre vos prestations, etc. Facturer. Donc ça aussi, ça se prépare à l'avance. Quel outil vous allez utiliser pour facturer? Ce n'est pas au moment de faire la facture qu'il faut se poser la question. C'est tant que vous êtes dans la partie où vous vous organisez. Donc, vous préparez ça, facturer, ne pas avoir à retaper l'adresse de chaque client à chaque fois, par exemple. Donc, avoir un outil de facturation. Et puis, l'objectif étant d'encaisser, puisque pour toute entreprise, comme vous le voyez dans le titre, là, c'est tirer un revenu de son activité. Donc, si vous créez une entreprise, c'est pour en tirer un revenu. C'est pas juste pour faire, si c'est pour défendre une cause ou pour assurer la promotion de quelque chose, à ce moment-là, c'est une association. Mais si vous créez une entreprise, c'est parce que vous avez besoin d'un revenu et donc vous allez générer ce revenu par votre activité. Donc, pareil, encaisser, c'est encaisser rapidement. C'est pas traîner pour encaisser, c'est avoir des solutions. Aujourd'hui, il y a plein de solutions numériques comme, je sais pas moi, le lien Stripe par exemple, mais il y a plein d'autres liens qui existent via les banques par exemple, où vous mettez un lien sur la facture, vous l'envoyez au client, le client n'a plus qu'à cliquer dessus, hop, il paye par carte bancaire et c'est fait. Plus vite vous allez facturer, plus vite vous allez encaisser
et mieux votre relation client va s'emporter. Mais pour ça, vous n'allez pas vous transformer en agent de recouvrement. Il faut que vous ayez posé vos conditions dès le départ avec votre client. Alors, dans l'adhésion à l'UAE, donc qui est à 49 € par an, c'est de date anniversaire à date anniversaire, hein, ce n'est pas l'année civile. Donc, si vous adhérez demain, vous serez adhérent pour l'année jusqu'à l'année prochaine, le 12 décembre 2022. Donc, on va vous initier un petit peu à ce parcours solution. Et puis surtout, dès que vous arrivez, vous aurez le choix, on vous enverra un choix de date. C'est toutes les semaines qu'il y a une formation sur le régime de l'auto-entrepreneur, à la fois pour approfondir le contexte de la création d'entreprise, bien savoir comment on fait pour s'inscrire, quel est le déroulé de toutes ces modalités d'inscription, voir en profondeur ce sujet social, voir en profondeur le sujet fiscal, et puis le parcours, celui que vous voyez ici, un petit peu définir toutes ces étapes, bien comprendre où vous vous situez et vous suivre pendant vos démarrages, en fait, pendant votre début d'activité, pour voir comment on peut vous aider. L'adhésion n'est pas par tacite reconduction, c'est vous qui décidez. À l'UAE, on privilégie l'autonomie des personnes. Vous êtes en capacité de décider. Donc, au bout d'une année, un petit peu avant, on vous demandera on vous aura suivi, donc on vous demandera quels sont vos besoins en tout cas, et on proposera des programmes de formation pour la deuxième année d'adhésion qui seront adaptés à vos besoins. Donc on créera des groupes en fait en fonction des besoins qui auront été exprimés, de telle sorte que vous puissiez avoir à la fois une remise à niveau s'il y a des choses qui ont changé sur le régime, sur tous ces sujets-là, mais aussi des formations par rapport à des lacunes que vous pouvez avoir et puis des besoins que vous aurez exprimés. L'idée, c'est de coller au mieux à vos besoins. Donc voilà, offert avec l'adhésion, donc l'inscription à une session de formation. Ensuite, il y aura à partir de janvier un cycle de réunions d'information et de webinaires thématiques. Et puis quelques ateliers de co-développement, puisqu'on vous a pas mal demandé ça. Donc, on vous demandera votre avis et puis on construira tout ça ensemble pour que ça réponde vraiment à ce que vous attendez d'une association comme la nôtre et que l'on vous aide à être sur cette rampe de lancement, en tout cas le mieux possible pour chacun de vous.